Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette émission spéciale sur Bismart en marge des victoires du capital humain au pavillon d'Armenonville à Paris. On va s'intéresser aujourd'hui à l'absentéisme, à son coût pour les entreprises et aussi à son coût macroéconomique pour l'ensemble de la société. Et pour en parler, quoi de mieux qu'un spécialiste, Jean-Christophe Villette, bonjour. Bonjour Nicolas. Directeur général du cabinet Équilibre, un habitué des plateaux Bismart et notamment de l'émission Smart Job. On va y aller par le début, simplement, quand on parle d'absentéisme, on parle de quoi concrètement? Il y a différentes modalités de calcul de ce qu'on appelle le taux d'absentéisme. Donc on va éviter de complexifier la réponse. Pour avoir une réponse extrêmement simple, c'est le pourcentage de temps de travail dû non effectué sur le pourcentage de temps de travail dû. Et donc, c'est principalement les personnes qui se mettent en arrêt maladie, donc avec prescription médicale. Pour une entreprise, ça a quelles conséquences concrètement au quotidien? On a des conséquences humaines en lien avec la santé des personnes qui sont en arrêt, c'est-à-dire l'affectation de la santé qui peut être physique ou mentale. On a des impacts parce qu'on peut avoir des collectifs en sous-effectif et donc soit des recrutements supplémentaires pour faire face aux exigences du travail ou peut-être même Surcharge ponctuelle aussi de travail pour ceux qui sont encore là? Exactement, vous avez raison, surcharge ponctuelle des collègues. On peut avoir en cas d'arrêt long et le besoin de recruter des coûts supplémentaires en lien avec des prestations de recrutement. On peut aussi avoir, pour donner un autre exemple parmi beaucoup d'autres, des dysfonctionnements parce qu'on a des fonctions qui ne sont pas occupées dans l'entreprise, à la fois au sein des équipes, mais aussi de façon transverse dans les organisations. Les chiffres les plus probants aujourd'hui nous disent quoi? Quel serait le taux d'absentéisme le plus fiable et quelle serait aussi sa transposition si on parle de nombre de personnes concernées chaque année en France? Alors, il y a des différences entre le secteur privé et le secteur public. Pour simplifier, sur une moyenne, autour de 5% dans le secteur privé et de 8% dans le secteur public. On a, sur les 6 premiers mois de l'année 2025, si je prends les dernières données du baromètre Équilibre Opinionway, au moins une personne sur 5 qui a été absente Au moins un jour? de son travail. Voilà. Et on a, en moyenne, dans les dernières données, si on prend les sources Hemming par exemple, ou d'autres qui ont pu travailler sur le sujet, 23,3 jours de durée moyenne de l'absence. C'est une augmentation de 11 jours sur les 10 dernières années. Oui, les chiffres de 2012 nous disaient 12 jours, un arrêt de travail, 12 jours, et aujourd'hui on est à plus de 23. Et Exactement. ça c'est un coût, j'imagine, énorme pour l'entreprise de manière concrète, puisque recruter, parce que là souvent on parle de gens qui ensuite vont quitter l'entreprise, et recruter, c'est l'une des actions qui coûte le plus cher à l'entreprise. C'est une action qui coûte et c'est surtout une action qui n'est pas garantie parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises peinent à recruter et une fois que les personnes ont intégré l'entreprise, à pouvoir les pérenniser dans leur poste et dans leurs fonctions au sein de l'entreprise, notamment si, en lien avec le sujet de l'absence dans les entreprises les plus touchées, on a des dysfonctionnements de l'organisation de travail, les mêmes causes Qui produisant les également mêmes coûte effets. cher et crée de plus d'absentéisme. Exactement. Là, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de patrons, de managers ou de DRH qui sont un peu perdus, qui n'ont pas forcément les bons indicateurs ou les chiffres qui leur permettent d'anticiper. C'est quoi, c'est quoi les éléments dont ils ont besoin, tous ces décideurs, pour pouvoir anticiper, prévenir, gérer les absentéismes? Il y a plusieurs sources de données qui vont être pertinentes. On a déjà l'ensemble des données qui sont, je dis, normalement suivies au sein des fonctions RH, mais il y a des différences en fonction de la taille de l'entreprise, petite, moyenne, taille intermédiaire, grandes entreprises. En tout cas, le suivi des indicateurs de taux d'absentéisme, c'est un indicateur. Les indicateurs obligatoires dans les bilans sociaux des entreprises de 300 salariés et plus sont importants sur les mouvements de personnel, sur la TMP. Il y a un indicateur qui mériterait d'être beaucoup plus utilisé, c'est l'indicateur financier, qu'on va appeler l'indicateur des coûts cachés de l'absentéisme. Et on peut faire référence à la méthode mise en œuvre sur les 40 dernières années par l'ISEOR, à mon avis trop peu utilisée dans l'ensemble des organisations. Laurent Capelletti en parle très bien. Et ça nous amène au niveau français à un coût de au moins 110 milliards d'euros, 4% du PIB,
4 000 € en moyenne par Par an. salarié et par an. Par an, évidemment. Donc on pourrait financer un budget de la sécurité sociale en gérant une partie du problème. Bah, quand aujourd'hui on est en recherche effectivement de compétitivité, on est en recherche de financement, d'économie, il y a un gisement en lien avec la santé au travail. Par rapport aux autres pays européens, on ne va pas parler du monde entier, mais par rapport au reste de l'Europe, on est un mauvais élève ou un bon élève en France? Ça dépend parce qu'il y a beaucoup de variabilité. Derrière la Selon moyenne, les voilà, indicateurs. j'ai vraiment envie qu'on soit attentif parce que derrière ces moyennes-là, on a des variabilités extrêmement importantes au sein d'une même organisation et en fonction des secteurs d'activité. Souvent, quand on remonte les indicateurs, plus on les remonte à un niveau macro, au niveau national, ou plus on les remonte dans les instances de gouvernance, plus on va réduire l'ensemble des informations dont on dispose parce qu'on a peu de temps pour les partager. Il faut qu'on aille regarder la variabilité. Quand on parle, Proche du terrain. oui, quand on parle de 5-6% en moyenne, on a des entreprises qui ont fait appel à nous parce que le taux pouvait monter à 30% dans certaines directions, dans certaines filières. Ces risques de disparition pour l'entreprise quand on va dans des taux d'absentéisme aussi élevés, En ça tout cas, met en danger. c'est déjà le symptôme d'une crise qui s'est installée et que l'entreprise peine à endiguer parce que quand on est dans ces niveaux d'absence, il y a toujours une relation avec le management et l'organisation du travail. Je dis bien le management en tant que fonction. Je ne souhaite pas cristalliser les personnes en tant que telles. C'est un rapport de l'IGAS d'ailleurs qui en parle, qui dit que le management à la française aurait des choses à corriger parce qu'il est source justement de mal-être au travail et donc on parle d'organisation du travail et donc source par effet de ricochet d'absentéisme. C'est quoi notre problème? On est trop verticaux, trop rigides? Alors, il y a un point important et puisqu'on échange ensemble aujourd'hui, je souhaite vraiment le dire, je l'ai dit et je le redis, c'est qu'on différencie bien ensemble les personnes qui occupent les fonctions managériales et la fonction managériale. Et c'est vrai que les chiffres dont j'ai parlé, qui avaient été communiqués la première fois par l'Institut Sapiens, arrivaient à la conclusion, avant même le rapport IGAS, que la qualité du management, de l'activité managériale est quelque chose à regarder de près. C'était une conclusion commune entre le privé et le public. Il y a des spécificités françaises. Il y a une spécificité de la verticalité. Il y a aussi une spécificité de modes de management qui peuvent avoir des difficultés à s'adapter aux spécificités individuelles. Et ça, c'est un sujet, parce qu'en réalité, quand on parle d'absence, en parallèle, on a 70 ou 80% des salariés qui communiquent être globalement satisfaits de la relation managériale. En revanche, quand on regarde dans les personnes qui sont absentes, qui sont en mal-être ou qui sont les plus insatisfaites, là, le pourcentage d'insatisfaction de la relation managériale explose. Donc, on a quelque chose à regarder à ce niveau-là. Et j'ai envie de dire que pour que les fonctions managériales puissent être opérantes, puissent jouer leur rôle de régulation, on doit encore monter d'un cran. C'est-à-dire qu'il est assez facile de pointer du doigt les managers. On a rectifié en parlant de fonction managériale, mais s'intéresser à la fonction managériale, c'est avant tout s'intéresser à l'organisation de l'entreprise et à la santé organisationnelle de l'entreprise. Oui, parce que les managers, d'ailleurs, sont eux-mêmes victimes, touchés par les RPS, l'absentéisme, c'est-à-dire qu'ils sont les premiers peut-être à subir le poids des problématiques d'organisation du travail. Vous faites bien de le préciser. Dans les résultats du baromètre de 2025, la première vague équilibre opinionway, les managers apparaissent les plus vulnérabilisés et la fonction managériale apparaît la plus exposée au dysfonctionnement de l'organisation. C'est presque un manager sur deux qui ressent une fatigue élevée à très élevée, plus de 3/4 du temps sur les 6 premiers mois de l'année. C'est un manager sur deux qui ressent un mal-être modéré à très élevé, plus de 3/4 du temps sur les 6 premiers mois de l'année. C'est plus que pour les autres fonctions occupées par d'autres personnes au sein de l'organisation. C'est important de le dire et c'est important ensemble de mettre une alerte sur ce sujet-là. Et donc les managers sont à la fois victimes du problème et aussi une clé de résolution du problème puisqu'ils sont vraiment au centre du sujet. Évidemment. Comment on les aide, eux, à aider sur ce problème? Comment on les aide à être mieux dans l'accompagnement des collaborateurs? Alors, déjà, en arrêtant, quand bien même c'est empreint de bonnes intentions pour servir à des dysfonctionnements identifiés, de rajouter des attentes, des missions et de la charge. Pourquoi? Parce que ce que nous disent les résultats de façon extrêmement convergente, c'est que la soutenabilité de la fonction managériale aujourd'hui atteint des limites de supportabilité. Le niveau d'impact est sans précédent sur les managers. Donc,
on ne peut pas leur rajouter de la charge sans avoir à un moment donné été à l'écoute des managers, été à l'écoute de leur travail pour le comprendre et d'apporter d'abord des réponses aux difficultés que les managers rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Puisqu'un manager en difficulté ne pourra pas aider un salarié sous ses ordres lui-même en difficulté. En fait, c'est effet ricochet. Non seulement il aura de grandes difficultés à pouvoir l'aider, mais un manager en difficulté générera aussi des impacts, même s'il ne le souhaite pas, négatifs sur l'ensemble de son collectif de travail. Est-ce qu'il y a un problème un peu macroéconomique, c'est-à-dire qu'on a voulu être trop productif, trop dans le ROI immédiat, trop dans faire plus, plus vite, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, les humains derrière qui doivent assurer ces objectifs ne peuvent plus suivre, en fait, ça ne marche plus. On a clairement un sujet de soutenabilité, ce n'est pas le seul sujet dans les organisations, on a un sujet aujourd'hui de soutenabilité, on a un sujet de soutien et on a un sujet de sens. Donc l'intensification du travail fait clairement partie des causes racines et on voit une augmentation de l'intensification, vous avez raison, sur les dernières années. Mais depuis la crise sociale, en plus de cette intensification, on a une crise du sens et une crise du lien social. Et ce qui n'a pas suivi, et aujourd'hui qui est une des raisons majeures pour lesquelles on a toujours des résultats catastrophiques en matière d'impact sur la santé, c'est que les plans d'action sont globalement inefficaces parce que les plans d'action ne sont pas à la hauteur des enjeux et des causes racines réelles au sein des organisations qui ont le plus d'impact sur la qualité des relations et sur la santé. On voit une augmentation de la conflictualité et s'investir pour créer du lien social, donner les compétences qui permettent de rétablir de l'écoute et du dialogue au cœur des organisations est aujourd'hui un incontournable, sinon on va droit dans le mur. Il y a quelque chose aussi de sous-jacent dans ce que vous êtes en train de dire, Jean-Christophe, c'est qu'il faut peut-être aussi s'intéresser à ce qui peut rendre les gens heureux, épanouis dans leur travail. Ça, on le fait pas quand on parle des enquêtes sur l'absentéisme. Est-ce qu'il faudrait aussi regarder quels sont les leviers qui peuvent permettre aux gens d'être mieux? Bien sûr. On a à la fois Là, vous parliez du sens, par exemple. Bien sûr. Mais en réalité, on a les forces vitales de l'organisation qui méritent d'être cartographiées, qui peuvent soit être absentes, soit être présentes, soit être déficientes. En réalité, si je vous parle dans les forces vitales des valeurs et du sens, de l'intensité et de la complexité du travail, du temps et des horaires, de l'autonomie et des marges de manœuvre, je ne vais pas avoir assez de doigts, des liens sociaux et des rapports, des émotions au travail et la reconnaissance de ce qu'on fait, de la sécurité psychosocio-économique. Dans chacune de ces catégories, vous pouvez avoir des facteurs de protection et vous pouvez avoir des facteurs de risque. C'est bien la cartographie, pour simplifier, des plus et des moins sur l'ensemble de ces forces vitales qui va nous permettre à la fois d'identifier ce qui a un impact positif et d'identifier ce qui a un impact négatif sur la santé. Merci beaucoup Jean-Christophe. Avec grand plaisir. Directeur général du cabinet Équilibre, donc spécialiste des RPS, donc vous conseillez des entreprises qui font appel à vos services. De l'absentéisme et des conditions de travail. À bientôt sur l'antenne de Bismart et probablement dans Smart Job. Merci de nous avoir regardés pour cette émission spéciale. On se retrouve un peu plus tard pour d'autres sujets en marge des victoires du capital humain.